Ça fait longtemps qu'on vous a pas sorti un ver géant. Je parle de la saga Tremors, hein, pas d'ambiguïté. Mais blague à part, la saga Tremors aujourd'hui, c'est 7 films. Alors il n'est pas question d'un 8ème pour l'instant, mais on sait jamais, hein, ça peut évoluer tellement vite. En attendant, 7 films, c'est quand même énorme. Du coup, il y a moyen que ça nous dure jusqu'à la fin de la chaîne. Tremors 4, La légende commence, est une comédie horrifique états-unienne sortie le 4 octobre 2005, réalisée par S.S. Wilson. Si ce nom vous dit un truc, c'est parce qu'il est très lié à la saga Tremors, puisqu'il a scénarisé le 3 et le 4, a réalisé le 2 et le 4, et a produit le 1, le 3 et le 4. Pourquoi s'arrêter quand on aime ça? L'histoire commence en 1889 dans une mine d'argent du Nevada, où des ouvriers sont attaqués par de mystérieuses créatures. L'unique survivant du massacre, Juan, raconte ce qu'il s'est passé à la population de la ville la plus proche, Rejection. Traduisez, rejet. C'est pas génial comme nom de ville, faut l'avouer. Et même si son explication est foireuse... J'ai rien vu du tout, mais ce rien du tout, c'était pire que tout ce que j'ai vu de toute ma vie. Franchement, des dialogues de films, j'en ai entendu plein. Hein. Mais je pense que ce qu'on vient d'entendre là, c'est complètement différent de tout ce qui est pas pareil par rapport à tout ce qui est foutu différemment. Quoi qu'il arrive, l'histoire fait fuir tout le monde, à l'exception de quelques habitants comme Christine Ford, la gérante de l'hôtel, Tekopa, l'Indien de la ville, et la famille Chang qui tient la boutique du même nom. Tu crois que c'est à cause de nous? Non, Fouillane, mon fils. Oh non, pas lui. Maintenant, on n'a plus de maréchal Ferrand. Oh la vache, le doublage, les accents... ça va être long... Eh? Quoi? C'est quoi ce dragon, là? Ah, ça? Eh ben ça, c'est une création originale de Vincent Basset, sous le nom de Prehistoric Stampede. Prehistoric Stampede, c'est le projet d'un sculpteur passionné de créatures fantastiques et préhistoriques. C'est fait par un passionné, pour des passionnés. Chaque mois, ce creature designer dévoile sur My Mini Factory un nouveau modèle 3D ultra détaillé. Dragons majestueux, dinosaures féroces ou interprétation préhistorique de créatures de donjons et dragons. Pensés pour l'impression, les fichiers STL sont fournis prêts à imprimer avec support, ainsi qu'en version sans support pour les bricoleurs avertis. Ces modèles s'ajustent sur une base standard de 10 cm de diamètre, avec parfois des bases personnalisées selon le design, pour un rendu toujours impeccable. Ne ratez pas ces créations et ajoutez une touche de légende à votre collection avec Prehistoric Stampede. Le petit groupe s'inquiète de voir la ville entière se tirer, mais comme le dit le vieux Fred... Personne n'abandonne une fortune de cette ampleur. Et justement, c'est confirmé par Luan et son Shu Qiangtong. Arrivée imminente d'un grand conquérant. Et justement, ce conquérant, le voilà. Aram Goomer. Lui-même. Burt? Eh non, c'est son aïeul Aram Gummer. C'est à lui qu'appartient la mine et il entend bien avoir le fin mot de cette histoire. Sauf que les gens qui pouvaient l'informer sont partis, à l'exception de Juan. Il s'installe alors dans l'hôtel de Christine et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est aux antipodes de ce que sera son arrière-arrière-petit-fils. Allons, allons, que l'on s'occupe de mes bagages. Oh! Les gens sont souvent faciles à berner, et quand tu peux, fais-le. Ah bah c'est un connard prétentieux en fait. Et en plus le pire c'est qu'il a même pas d'armes, parce que monsieur aime pas ça. Il rencontre ensuite Juan et se propose de l'accompagner, lui et les quelques mineurs qui restent, à la mine. Ouais, alors par contre, vaut mieux y aller à cheval, parce que le vélo, ça tient pas beaucoup le pavé au Far West. Comme il n'y a aucune trace de qui que ce soit, Aram estime que le travail peut reprendre. Et comme ça fatigue pas mal de fouiller 20 mètres de galerie et que la nuit tombe, il monte un bivouac. Ce qui leur permet de taper la discute et de jouer d'un instrument prohibé. Oh bon Dieu, tu vas pas te mettre à torturer ce machin. Oh là là, le doublage, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Pourquoi tu dis que l'accordéon, ça devrait être prohibé? Non, pas l'accordéon en général. Non, mais cet accordéon-là en particulier. Évidemment, on est dans un film Tremors, donc quand un mec s'éloigne avec un accordéon qui fait un bordel pas possible, on se doute que son espérance de vie va être très largement écourtée. Et effectivement... Quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Le groupe est donc attaqué par des graboïdes. Mais des jeunes qui font pas plus d'1 mètre de long et qui par conséquent sont capables de se propulser hors de la Terre. Juan et Aram parviennent à monter sur des rochers, mais Johnson n'a pas cette chance. Eh ben dis donc, les graboïdes, ils devraient monter une équipe de rugby, hein. Parce que ça, c'était un beau plaquage en ciseaux bien bourrin. Les ciseaux? Ils sont où les ciseaux? Il y aura des ciseaux cette année? Peut-être. Aram profite du fait que Juan a tué une des bestioles pour l'étudier sommairement. Il comprend qu'ils se repèrent au son puisqu'ils n'ont pas d'oreilles ni d'yeux.
Et par chance pour eux, il y a de la roche partout autour d'eux. Alors ils peuvent marcher jusqu'à Réjection et prévenir tout le monde de la présence des vilains bestiaux. Dragon de terre. On n'avait pas ça en Chine. Décidément, c'est toujours la famille Chang qui leur donne un nom. Ayant besoin d'une fine gâchette pour tuer les dragons de terre, Aram envoie une annonce par télégramme pour recruter un tireur d'élite. Et en attendant qu'il arrive, tout le monde s'occupe comme il le peut. Tekopa se lustre la statue et creuse un trou pour y planter un mât. Fuyen apprend à faire du vélo avec Aram, et il lui balance même un retour de karma après avoir réparé son vélo. Ça vous fera 5 $, s'il vous plaît. Aucun ouvrier n'oserait demander plus de 20 cents. Les gens sont souvent faciles à berner. Et si vous le pouvez, faites-le. Les travaux du puits sont avancés grâce à leur locomotive, et Aram apprend ensuite à Christine qu'il est en fait sans le sou, puisque tout l'argent de sa famille est parti dans l'achat de la mine. Et après un mois d'attente, un tireur d'élite arrive par une nuit d'orage. Kelly au gant noir. Ils lui font un rapide topo de la situation, qu'il a du mal à croire d'ailleurs, mais ça l'empêche pas d'accepter en échange d'une bonne paye. Vous serez payé en filons d'argent, nous dirons. Autant que votre cheval pourra emporter. Alors moi je dirais oui, et je prendrais un cheval comme ça. Et comme il réclame un acompte avant de démarrer son travail, Aram lui donne tout ce qui lui reste à contre-cœur. Et les voilà partis à la chasse aux graboïdes. Ils retournent à leur ancien campement, puis à la mine, mais ne trouvent aucun ver de terre. Cependant, un peu plus loin, ils découvrent d'étranges œufs dans une source chaude qui alimentait la mine. Ils comprennent alors que la chaleur les a fait éclore, ce qui veut dire que les dragons de terre ont été réveillés par l'eau chaude, ce qui les a conduits à manger tout ce qui se trouvait à portée. Un peu plus loin, ils trouvent les restes d'une carapace de graboïde, et encore plus loin, ceux de la charrette du vieux Fred. Ils enterrent la tête du bonhomme et font un discours à sa mémoire. Aram propose alors de retourner dans les montagnes pour monter un camp sur la caillasse, mais le tireur d'élite est pas tout à fait d'accord. Mais faut faire 6 km pour y retourner, sur une route difficile. Moi je pense que le film est bien, mais que les dialogues auraient pu être bien mieux. Juan les conduit alors au relais situé un peu plus loin et leur assure qu'ils seront à l'abri, puisque le sol est fait de grosses poutres. Mais ce qu'ils ignorent et que nous on sait, c'est qu'un graboïde une fois adulte, ça devient vachement plus gros et ça a 3 langues visqueuses. Ce genre de langue par exemple. Alors pour l'instant ils sont encore timides, donc ils laissent tomber leur proie, mais ils vont pas tarder à revenir. Devant l'impossibilité de partir, Kelly donne une formation éclair à Aram sur le maniement des armes. Et contrairement à Burt, il est pas bon au tir. Le problème c'est que les tirs excitent les graboïdes qui se mettent en devoir de retirer les planches une par une pour pouvoir atteindre leur casse-croûte. Aram demande alors à Juan de demander du renfort via le télégraphe, sauf qu'il connaît pas le morse, alors du coup il fait ce qu'il peut. Malheureusement, à l'autre bout du fil, les autres comprennent que dalle à ce qu'il demande. Cela dure depuis plus d'1 heure déjà. Putain, 1 heure? Mais au bout de 5 minutes, vous vous dites pas qu'il y a peut-être un problème? Bon, grâce aux gamins, ils comprennent qu'il s'agit des 3 tueurs de monstres, et Christine part à leur recherche avec son chariot. Et de l'aide, il va leur en falloir, parce que les graboïdes passent à la vitesse supérieure. Juan échappe de peu à une mort pas cool, et Kelly pète un câble. Ces trucs doivent faire la taille d'un bon dieu de wagon de mulet. En même temps, il y a de quoi. Le mec, en l'espace d'une journée, il est passé de « je vais tuer des gros hommes qui sortent de la terre » à « oh là là, faut que je parte à la chasse aux autobus ». Et au petit matin, alors que les bestioles ont enlevé les 2 tiers du plancher, l'une d'elles profite d'une diversion pour attraper Kelly. Et au moment où les 2 engins reviennent pour le dessert, Christine arrive à la rescousse et les ramène en ville. Et contre toute attente, Aram leur demande de quitter la ville parce qu'il estime que tout est perdu. Sauf que personne veut partir. Ils sont chez eux ici. Nous restons dans le pays d'adoption. Alors il repart seul, en direction de Carson City, où il prend un bain. Bon, ça valait peut-être pas le coup de faire autant de kilomètres pour se laver le fion. Hein. Surtout qu'à Réjection, les graboïdes approchent. Juan les a repérés pas loin, et Luan les a vus dans ces trucs de divination là. Arrivée d'un prédateur très féroce. C'est aussi précis que ça, des petits bâtons qu'on met dans un verre? Ça marcherait avec ces merdes-là? Mais Aram fait demi-tour en apprenant de la bouche du télégraphiste que les habitants de Réjection demandent de l'aide. Et là, on retrouve l'esprit Gummer, parce qu'il a fait une razzia chez l'armurier local et ramène tout à Réjection. Un canon à pompe, 50 mm. Une carabine Henry à répétition, Remington 120 calibre 45, carabine Sharps. Bon, objectivement, je pense que dans tout ce qu'il a ramené, il n'y a que le canon qui peut tuer un graboïde. Mais c'est déjà ça. Ils mettent alors un plan au point pour attirer les graboïdes dans la ville. Ils placent un piège sonore devant le canon, qui est posé sur un chariot, et préparent leurs armes. Une fois tout le monde prêt, ils sonnent la cloche pour le déjeuner. Et ça mord. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais rentre, nom de Dieu!
Mais en plus, à cause de lui, le premier coup de canon est loupé. Saleté de gosse, va. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Mais il en reste encore 2, et c'est pas les plus cons. Donc il n'y a plus de canon. Alors faut improviser. Et vite, parce que Juan est en fâcheuse posture. C'est là que le vieil indien a une super idée. Viens par ici, saloperie! Alors ça, je dois avouer que c'est pas con. Heureusement qu'il a creusé un trou qui sert à rien. Mais il reste le dernier graboïde. Et souvent dans les films Tremors, le dernier c'est le moins con. Le vieil indien manque de finir en crotte de ver de terre, mais par chance c'est sa statue qui est bectée. Et comme ils ont vraiment plus rien pour faire la bagarre, Pyong propose de fabriquer un explosif qui sera jeté dans la gueule de la bestiole quand il sortira de terre. Mais pendant la fabrication, le télégraphe se met en route. Le petit essaye de l'arrêter mais trop tard, le monstre l'entend et emporte tout le bâtiment sauf la façade. Tout le monde accourt pour le sauver, mais en fait il se débrouille très bien tout seul. Le seul problème c'est que tout leur pas a attiré la bestiole qui surgit des décombres et prend en chasse Luan, Christine et Funyen. Alors par contre se réfugier sur une carriole ça sert à que dalle. Hein. C'est alors qu'Aram a une idée. Il accroche le cul du graboïde à une courroie tractée par la locomotive, et d'ailleurs ils ont de la veine que le bestiau reste aussi longtemps à la surface, et la puissance de traction de l'engin est telle que la bestiole s'éclate contre elle et arrose tout le monde de tripes et boyaux. La ville est donc sauvée. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. La mine réouvre à 2 conditions, qui sont fixées par Aram. La première, personne ne parle de ce qui s'est passé, et la deuxième, les premiers profits de la mine iront à la ville pour tout reconstruire. Il décide d'ailleurs de s'installer dans cette fameuse petite ville rebaptisée maintenant Perfection, et comme il est vraiment pas doué avec les armes, Christine lui offre de quoi se perfectionner. Et c'est ainsi que naquit la passion des armes dans la famille Gummer. Vous savez ce qui est dingue? C'est que, en cherchant sur internet, j'ai trouvé des making-of de Tremors 4. Et pas des petits making-of, hein. Honnêtement, avec le matériel que j'ai trouvé, on aurait presque pu faire un petit monstre de film. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord le scénario. Après le succès en VHS du 3e film, Universal a demandé une nouvelle aventure avec des vers géants. Le problème, c'est que les scénaristes se sont demandé de quoi ils pouvaient bien parler dans un 4e film. Ils ont présenté les graboïdes dans le premier, ils les ont fait évoluer 2 fois dans le 2 et dans le 3, du coup ils ont un peu fait le tour de la question. Eh ben non en fait, parce qu'on sait pas d'où ils viennent. Alors l'idée de montrer la naissance de la légende est rapidement venue dans leur tête. Et la placer à la fin du 19e siècle, c'est plutôt une bonne idée, parce que ça permet de voir aussi l'origine de la ville de Perfection. Et ça permet même de voir les origines de certains personnages, ou tout du moins leurs aïeuls. Tout ça, ça contribue à faire de Tremors 4 un film sympa à regarder. Les personnages sont marrants dans l'ensemble et plutôt attachants. Michael Gross est de retour, sauf que là, il ne joue pas Burt, mais son aïeul. Et d'ailleurs, c'est marrant que ce soit un dandy élégant plutôt qu'un fou de la gâchette. Les jeunes graboïdes sont bien pensés, ils représentent une menace originale et renouvellent l'intérêt de la licence, puisque ce sont des petites créatures d'1 mètre de long qui peuvent se propulser hors de la Terre sur leur proie. Et même si ça reste une série B correcte, avec pas beaucoup de parti pris de mise en scène, bon, il y a bien quelques scènes sympas, comme l'arrivée de Kelly les Gants Noirs, ou la révélation de la tête du vieux Fred, ça reste un film sympa à voir. Pas à entendre. Parce que la version française du film est immonde. Alors, version française oui et non, je m'explique. Quand on va sur la fiche RS doublage du film, on voit que Hiram Gummer est doublé par Michel Prudhomme. Michel Prudhomme, c'est cette voix-là. Est-ce que tu t'es déjà fait bourrer le mot, gros pigeon? Dans l'idée, vous l'avez tous entendu au moins une fois. Sauf que dans la version que j'ai trouvée, bah c'est pas du tout cette voix-là. Et j'en ai trouvé plusieurs. Et c'est toujours cette voix-là. Donc je pense que ça doit être une version québécoise. Et manifestement, la version française est introuvable. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Après, j'ai peut-être pas fureté là où il fallait. Mais du coup, c'est une catastrophe, hein. Vous êtes pas vernis, les Québécois. Hein. Honnêtement, ne vous servez pas de ce film-là pour défendre Touche pas à ma VF. Hein. Ça aidera pas la cause. Tourné en 25 jours pour 5 millions de dollars, le film avait peu de moyens pour s'offrir des monstres en images de synthèse. Bon, il y a bien quelques effets numériques, notamment pour certains plans de sortie de terre des graboïdes, mais tout le reste est le fruit du travail de KNB EFX Group. La société créée en partie par Greg Nicotero, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Piranha 3D. Pour certains plans rapprochés, notamment ceux où les graboïdes adultes attrapent une de leurs victimes et l'avalent, l'équipe a fabriqué une tête longue de 2 mètres qui accueillait 3 tentacules longs d'1,80 m chacun et animés par 2 opérateurs. Et l'intérieur de la gueule a été entièrement retravaillé par rapport aux autres films pour que l'animatronique puisse littéralement avaler un acteur. Et c'est ce qu'on voit lors de la mort de Kelly aux Gants Noirs.
Pour les plans plus larges, l'équipe a fabriqué une version longue de 4 mètres, posée sur un chariot dolly, un support qui sert normalement pour les caméras, et qui nécessitait l'intervention de 6 opérateurs. 2 pour avancer et reculer, 2 pour lever et baisser la tête de la bestiole, et 2 pour ouvrir ou fermer la gueule. Avant de s'arrêter sur le design définitif des mini-graboïdes, Nicotero a créé 5 designs. Une fois le bon choisi, il a fabriqué les moules et en a sorti plusieurs exemplaires comme l'avait fait l'équipe de Tremors 2 pour les hurleurs. Les armes utilisées dans le film étaient vraiment des armes d'époque et elles ont fonctionné à merveille. Le seul truc qui n'existait pas, c'était le canon. Ils ont en fait fabriqué un faux canon dans lequel se trouvait un fusil de chasse, dont les balles à blanc étaient triplées en poudre, et l'intérieur du canon était recouvert de WD-40 pour rajouter de la fumée lors de l'explosion. Comment ça, ils ont fabriqué une fausse arme pour le film? Genre, ça n'existe pas un truc pareil aux États-Unis. Oh, si, je pense que ça doit exister, mais ils ont pas pu en avoir un, j'imagine. Bon, maintenant je vais parler du casting. Et je vais essayer d'oublier personne, parce que je me suis fait engueuler sur Fist. Michael Gross est le seul acteur à avoir joué dans tous les épisodes de la saga Tremors. Avant ça, il s'est fait connaître dans la série Sacrée Famille, où il jouait Steven, série dans laquelle il a joué aux côtés de Michael J. Fox. Et on en parle dans chaque film Tremors, mais il a joué dans le film Jurassic Commando, qu'on aura l'occasion de voir. J'ai pas vraiment hâte. Au casting, il y a aussi Billy Drago, qu'on connaît surtout pour son rôle de méchant dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, mais il a aussi joué dans Pal Rider, Delta Force 2 avec Chuck Norris, et aussi dans la série Charmed, où il interprète Barbas, le démon de la peur, un personnage qui revient régulièrement. Brent Roham a fait des apparitions dans des séries comme Les Experts ou NCIS, et a eu des petits rôles, notamment dans des films comme Gladiator et Peur Bleue. Auguste Schellenberg était Randolph Johnson, l'entraîneur dans la trilogie Sauver Willy. Sam Lee est acteur mais aussi cascadeur et il a fait quelques apparitions dans des films d'action comme Pirates des Caraïbes Jusqu'au bout du monde et Rush Hour 3. Et enfin, il y a James Freeman, qu'on reverra dans Alien 4 et qu'on a pu voir dans Sailor et Lula, Jeux de guerre, Copycat ou encore L'homme qui en savait trop peu avec Bill Murray. Honnêtement, je trouve que Tremors 4 est un bon film, en tout cas une bonne suite, c'est plutôt honorable, même si on sent le manque de moyens. Mais ça n'empêche qu'on passe un bon moment. Bon, la version française, enfin, la version québécoise est absolument horrible pour les oreilles. Donc si vous pouvez le regarder en VO, faites-le. Mais franchement, ça reste un film sympa. Je trouve que c'est une meilleure suite que le 3. Enfin, une suite, un préquel. Enfin, bon, bref, un truc qui s'est passé avant le premier film qui fait qu'après, il se passe des trucs. Bref, franchement, c'est pas une torture à regarder. Et d'ailleurs, le film qu'on va voir la semaine prochaine ne sera pas non plus une torture à regarder. Ce sera la suite d'un film dont on a parlé au début de la chaîne, et franchement, j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Ne trépignez pas d'impatience, restez placide. Cambiato la